Nous avons privilégié la visite des camps de réfugiés et la rencontre avec les comités populaires des camps de Rafah, de Jabalia, de Deir el-Bala et de Khan Younes, dans la bande de Gaza. Les dégâts et démolitions sont impressionnants. Hôpitaux, écoles, installations de l'UNRWA, quartiers, rien n'a été épargné. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Les canalisations et réseaux ayant été détruits, des entrepôts de nourriture et de médicaments ont été bombardés. Des milliers de Palestiniens sont sans abri et tentent de survivre dans des immeubles détruits qui risquent à tout moment de s'écrouler. Les autres trouvent refuge dans des hangars de l'UNRWA ou dans des installations de fortune les uns sur les autres. Lorsqu'on arrive à Gaza, très rapidement, ce qui est évident, c'est le faux prétexte mis en avant par l'armée israélienne lorsqu'elle affirme avoir mené cette guerre contre le Hamas. Ce que l'on voit, et le témoignage, surtout le témoignage des habitants, prouve très clairement que le but recherché était de tuer, de détruire, de raser des civils, quels qu'ils soient, et des quartiers populaires entiers. Il est important de rappeler que la guerre et l'occupation israélienne à Gaza, ou en Cisjordanie, touchent toute la population palestinienne. Le peuple palestinien est indivisible dans sa quête de liberté. Nous avons été tous bouleversés par les témoignages particulièrement émouvants de familles qui ont vu leurs membres, enfants, femmes, tués froidement sur leurs yeux. Autre fait, l'utilisation des bombes à phosphore blanc ne fait plus aucun doute. Des médecins de l'hôpital de Shifa de Gaza témoignent de la gravité de la situation sanitaire et s'interrogent face aux blessures inhabituelles qu'ils ont à traiter. Ils déclarent qu'ils ont opéré beaucoup de blessés ayant perdu leurs deux membres, dont leurs plaies s'ouvraient 2 heures après les interventions avec le déclenchement d'hémorragie. Certains ont également constaté des lésions liées à l'utilisation d'armes chimiques, comme le phosphore blanc. Les Palestiniens que nous avons rencontrés nous demandent de continuer la mobilisation et d'agir politiquement. Nous lançons un appel dans l'objectif de demander une commission d'enquête pour traduire l'État d'Israël devant le tribunal international pour crimes de guerre. Le droit international doit être appliqué partout et pour tous. L'objectif, de notre délégation, était avant tout, dans un premier temps, de rompre symboliquement l'isolement total de Gaza, qui dure depuis trop longtemps et qui doit être fermement dénoncé. Il fallait aussi aller à la rencontre des Palestiniens, particulièrement et surtout ceux des camps des réfugiés, afin de recueillir leurs témoignages, de pouvoir rendre compte en France de leurs souffrances, de relayer leurs revendications, de mener des actions sur le plan politique et surtout aussi d'un point de vue solidaire. Nous avons senti très fortement le besoin de tout un peuple de parler, de témoigner, de raconter, d'exprimer leur douleur et leur incompréhension face à cette terrible violence. La présence d'amis extérieurs est pour eux une véritable bouffée d'oxygène et une source de grand espoir. Les Palestiniens nous ont réaffirmé leur détermination à résister, à faire reconnaître leurs droits et à vivre libres. Nous savons que leur cause est juste et nous serons toujours à leur côté pour exiger avec eux l'application du droit international. Des Israéliens qu'on connaît personnellement et qui se battent tous les jours pour qu'il y ait enfin la paix. Eh bien, je crois que si vraiment on veut qu'on se batte que demain, il y ait une véritable paix, une paix durable, c'est qu'il faut qu'on parle aussi de ce qui se passe en Cisjordanie. En ce moment, le mur, il continue à être construit, les colonies continuent à grandir, l'humiliation, elle est au quotidien, il y a des gens qui sont humiliés tous les jours. Les jeunes Palestiniens ne peuvent même pas aller étudier.
Est-ce qu'on va continuer encore à accepter ça? Je crois qu'il faut parler de Gaza. C'est terrible, c'est terrible. Nous, on va se battre pour Gaza. Pour que Gaza, elle retrouve la paix pour ses hommes, ses femmes et ses enfants. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'en parallèle, on n'oublie pas ce qu'il faut faire, c'est-à-dire se mettre autour d'une table et parler véritablement de paix, c'est-à-dire retirer ce mur qui a été condamné par la communauté internationale, mais qui est encore là. Démolir ces colonies qui sont une verrue sur cette terre qui est en train de tout péter. Je crois que sinon on n'aura pas de paix, parce que combien de temps que ça va continuer? Combien de temps le peuple palestinien va continuer à subir ce qu'on a pu voir? Combien de temps on va accepter que des enfants soient tués comme ça froidement, coupés en deux? Combien de temps on va accepter que des vieilles personnes sont écrasées par les chars? Combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut que le peuple palestinien il donne encore en plus comme gage? Tout ce qu'il avait, il a donné. Il n'a plus rien à donner. Je vais simplement terminer par une anecdote qui m'a profondément marqué pour tout le restant de mes jours, après le déclenchement de la deuxième intifada dans le camp de Haïda. Je m'y suis rendu 3 jours après. J'ai rencontré un vieil homme dans sa maison, dans ce qui est resté de sa maison. Et ce vieil homme, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a donné une très grande leçon de vie en me disant, tu sais, tout ce qu'ils ont voulu, on leur a donné comme gage. Ils ont voulu le territoire, on leur a donné 78%. Tous les gages qu'ils ont voulu, on leur a donné. On n'a plus rien à donner. On n'a plus rien à donner. La seule chose qui nous reste, c'est la dignité. Et la dignité, jamais on la donnera. Moi, je vais mourir, mon fils reprendra le combat. Le fils de mon fils jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on va continuer à un moment donné, dans le visage, dans la tête, c'est une incompréhension. Il faut que ça s'arrête, il n'y a plus de choses. Alors, qu'on ne parle pas, qu'on n'essaye pas mais de nous embrouiller. Hamas, pas Hamas, non, ce sont des Palestiniens qui sont tués. Et la justice, c'est quoi la justice? C'est simplement, non pas un cadeau, c'est même pas un cadeau que demandent les Palestiniens. C'est la justice, l'application de toutes les résolutions. Je dis bien de toutes les résolutions, et y compris la résolution 194. Parce que sinon, si on en reste là, ça va recommencer. Il va y avoir des meurtres, il va y avoir des bombardements. Il y a un très très grand historien palestinien qui a dit, Elias Sambar, et je partage ça. Il a donné cette image. Tant que le conflit y durera, le conflit, c'est comme si c'était une arête de poisson dans la gorge du monde. Et je partage cette idée. Si véritablement on veut avoir la paix dans notre pays, dans le monde, il faut que la justice elle soit faite, parce que ce n'est même plus maintenant la cause palestinienne. C'est simplement la cause des droits de l'homme. Et les droits de l'homme doivent être appliqués dans le monde. Et ça, j'en pense sincèrement. Excusez-moi d'intervenir comme ça, parce que avec mes amis, on en a pris tellement de voir un père éploré comme ça, d'avoir perdu ses enfants, c'est inadmissible, on ne peut pas continuer à accepter ça. Et ben moi je dis, ça suffit, stop maintenant, ça suffit. Il faut que ça s'arrête, le massacre du peuple palestinien. Ben moi, comme je disais toujours, en prison, j'ai pas senti que j'étais défendu comme un concitoyen français, défendu par sa gouvernement, malgré que le premier président, Fourageau, il a dit, moi, j'irai chercher les Français où ils se trouvent, mais ça se voit que sur son plan, il se trouve pas les prisons israéliennes. Ça, c'est clair, parce que depuis qu'il a été élu, sa politique sur le Proche-Orient, sur les causes du Proche-Orient, sur la cause de Palestine, on a senti, nous, comme peuple palestinien, de la tendance de la politique française vers le droit contre les valeurs de la démocratie, contre les valeurs de l'être humain. Je crois que Monsieur le Président a oublié les slogans de la Révolution française, qui a donné la naissance à une vraie démocratie, pas seulement pour l'Europe, mais pour tout le monde. Alors, l'intervention officielle qui est venue trop tardive. Il y a plusieurs étapes dans la vie des prisonniers. L'étape des interrogations, il y a l'étape quand tu es transféré dans une prison,
L'étape de l'interrogation, c'était une étape très 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 difficile. Et on a passé 90 jours isolés totalement, en des petites cellules grises, une petite lumière jaune. Des fois, on passait 48 heures menottés, mains et pieds sur des petites chaises, en train de nous interroger. Ça, c'est difficile. L'isolement au début est très difficile. Israël, par rapport à mon père, il avait fait une opération au cœur juste une semaine avant ma arrestation. La deuxième semaine de ma arrestation, il y a un responsable de renseignement israélien. Il me dit viens. J'avais les lunettes noires, je voyais rien. Il y avait un petit trou dans la porte. Il me montrait mon père. Ils étaient en train de l'interroger. Et moi, je savais bien qu'il sortait d'une opération au cœur. Alors, les Israéliens, ils utilisent tous les moyens pour essayer de casser la volonté des prisonniers palestiniens. Alors, quand tu es transféré dans une prison, les moyens des tensions, ça change, mais ça reste la même tension. Alors, Israël, dans les dernières années, elle vise l'esprit et la connaissance politique des prisonniers politiques palestiniens. Elle sait bien que ce n'est pas facile de viser le prisonnier physiquement, malgré que le fait de temps en temps. Elle vise son esprit et sa connaissance politique pour essayer de l'éloigner de son combat et de son projet patriotique. Alors nous, on était interdit de recevoir des livres, interdit de continuer notre études. On était interdit d'avoir aucun contact physique avec notre famille. Il y a les prisonniers de la bande de Gaza depuis 6 ans. Ils sont interdits. Ils sont jusqu'à maintenant interdits de recevoir des visites depuis 6 ans. Il y a des gens entre eux que ses parents, ils étaient morts dans la guerre de Gaza. Ils l'ont seulement su 1 mois ou 2 mois après. On parle aussi des âgés. Des âgés qui sont malades. Moi, j'ai vécu avec un prisonnier aveugle qui a passé 25 ans en prison, alors que ses souffrances, elle était multipliée 100 fois plus d'un prisonnier normal, parce que lui, il avait besoin toujours d'une personne à côté de lui, de le préparer à manger, de le ramener en toilette, de le faire marcher dans la cour. Alors c'était très très difficile pour lui. Et aussi, il y a les enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. On parle de plus de 70 enfants maintenant. Le nombre, il arrivait au milieu de l'intifada à 300 enfants. Ces enfants-là qui vivent dans des circonstances très 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 difficiles. Ils sont jugés dans des tribunaux militaires illégaux construits sur des territoires occupés. 67. Israël refuse jusqu'à aujourd'hui l'intervention d'aucune association internationale ou palestinienne pour aider ces enfants-là. Elle continue ses projets pour assassiner l'enfance palestinienne. Depuis le premier jour de la détention d'un prisonnier politique palestinien, l'occupation essaie de briser les nerfs de ces prisonniers, de casser le moral de ce prisonnier, de détruire le moral, de détruire sa psychologie en l'isolant. Des fois, ça va aller 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans avoir aucun contact avec l'extérieur. Ce loi administrative qui a été annulée, c'est seulement un moyen, des moyens de tension qui sont posés sur les prisonniers politiques pour essayer de casser leur volonté et de arrêter leur lutte contre l'occupation. Ben, moi, je sais bien, pas totalement bien, mais Moi, je sais bien que les revendications du Hamas, ils ont voulu libérer le plupart des prisonniers, la plupart de tous les dirigeants palestiniens qui se trouvent
dans le prisonnier. Mais nous, on sait bien que pas toutes les choses demandées, on peut les obtenir. Et on était devant l'occupation qui a négocié 5 ans pour faire un échange. 5 ans, les Israéliens, jour par jour, nuit par nuit, ils ont essayé, même, pas seulement de l'avoir vivant, le soldat. Des fois, ils avaient l'intention de tuer même ce soldat israélien avec tout l'entour de lui pour mettre la fin à cette cause-là. Nous, on sait bien, et on a des exemples en avant, que des soldats qui étaient chez les Palestiniens, l'occupation n'a pas hésité de tuer le soldat et les Palestiniens en même temps. Alors, ça, c'était le plus possible que le Hamas a pu le faire. Et ça, je crois, c'est la chose qui a démontré que tellement les négociations qui ont duré plus de 20 ans n'ont pas libéré les prisonniers, alors ne demandez pas au peuple palestinien de ne pas chercher l'alternité. Moi, je crois bien que Israël ne cherche pas la paix, ni par la libération des millions de Palestiniens, ni par des autres choses. L'occupation israélienne cherche seulement à élargir son projet colonialiste en Palestine. Et le fait que l'Israël a construit le mur, a élargi la colonisation, a élargi la confiscation des maisons et de la terre palestinienne à Jérusalem et partout dans la Palestine, ça démontre de plus en plus qu'on est devant une occupation qui refuse la paix, qui refuse la résolution internationale et qui refuse toutes les choses qui étaient faites pour avancer la paix en paix. Des gouvernements en Europe qui nous obligent de payer le prix des crimes des autres qu'on n'a pas commis. Je crois bien que ce régime-là n'a aucune valeur pour l'être humain, n'a aucune valeur pour la démocratie, parce que il continue de soutenir l'occupation et de opprimer le victime. Moi, malgré tout ce que le président Obama a dit au Caire et d'autre part, le travail sur le terrain a démontré encore une fois que tellement ces pays, ils sont sous la tension du lobby israélien et zioniste en Europe, en France comme le CRIF et le AIPAC aux États-Unis, ces États-là, ils n'auront jamais des indépendantes décisions concernant la paix.